On a souvent l'impression que le sol sous nos pieds est stable, n'est-ce pas? Et pourtant, notre planète est constamment en train de se transformer, remodelée par des forces absolument colossales. Que se passe-t-il quand les plaques tectoniques, ces géants qui forment la surface de la Terre, se rentrent dedans? Eh bien, le résultat n'est jamais le même. C'est l'histoire de deux destins, écrits par la géologie. Notre monde, ce n'est pas une sphère de roches statiques. C'est plutôt un puzzle dynamique, dont les pièces sont sans cesse en mouvement. Et quand elles se rencontrent, les conséquences sont monumentales. Alors, allons voir d'un peu plus près comment ça se passe. Première partie, la Terre en mouvement. Tout part d'un concept fondamental, la convergence. C'est le nom qu'on donne au phénomène quand deux plaques tectoniques se dirigent droit l'une sur l'autre, sur une trajectoire de collision. Ok, donc la convergence, c'est ce rapprochement. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce seul et même mouvement peut aboutir à deux scénarios radicalement différents. D'un côté, la création de chaînes de montagnes gigantesques, et de l'autre, l'apparition de volcans explosifs. Deux destins pour un même point de départ. Allez, on commence notre premier voyage. Direction une zone de collision. Il faut s'imaginer deux continents lancés l'un contre l'autre pendant des millions d'années. C'est un choc de titans, au ralenti. Ici, c'est la physique qui commande. On a affaire à deux plaques continentales, toutes les deux relativement légères et de densité à peu près équivalente. Résultat, aucune ne peut plonger sous l'autre. La seule issue possible, c'est vers le haut. La matière s'accumule, se comprime, se plisse, s'épaissit, et paf, ça donne naissance au plus haut sommet du monde. Et la preuve de cette pression incroyable, elle est là, sous nos yeux, gravée dans la roche. Il faut imaginer qu'à l'origine, ces couches étaient parfaitement plates, bien horizontales. Et là, elles ont été littéralement pliées, froissées comme une feuille de papier par des forces inimaginables. Le terme scientifique pour ça, c'est un pli. C'est une déformation souple. La roche se tord sous la contrainte sans se rompre. C'est vraiment la signature classique des zones de collision. Mais la roche, elle a ses limites. Quand la pression devient trop forte, elle ne peut plus se plier. Alors, elle casse. La déformation devient cassante. Des blocs entiers de roches se fracturent et glissent les uns par rapport aux autres. Et ça, on appelle ça une faille. Des plis, des failles, des chevauchements. Voilà les cicatrices laissées par cet affrontement de continents. Ce sont des indices précieux pour les géologues qui veulent lire l'histoire de notre planète. L'exemple parfait de tout ça, c'est bien sûr l'Himalaya. Sa formation, ce n'est pas un événement qui s'est produit d'un coup. C'est une véritable saga géologique qui s'étend sur des dizaines de millions d'années. Et le plus fou, c'est que ce n'est toujours pas fini. En ce moment même, la plaque indienne continue sa poussée vers le nord de quelques centimètres par an. Pour se rendre compte de ce que ça représente concrètement, regardez ça. Une croûte continentale normale, ça fait environ 30 km d'épaisseur. Mais sous l'Himalaya, à cause de tout cet empilement de matière rocheuse, on dépasse les 60 km. L'épaisseur a tout simplement plus que doublé. On parle d'un épaississement crustal absolument monstrueux. Bon, on quitte la collision frontale, on change complètement de décor pour un scénario tout aussi spectaculaire, mais aux conséquences bien différentes, la subduction. Bienvenue au Japon. Ici, une plaque océanique, qui est par nature très dense et très lourde, rencontre une autre plaque. Mais au lieu d'un affrontement direct, l'une d'elles plonge. Elle s'enfonce dans le manteau terrestre. Et ce grand plongeon, ça crée en surface des reliefs très particuliers, comme les fosses océaniques, qui sont tout simplement les endroits les plus profonds de la planète. Et comment sait-on que la plaque est en train de plonger? Grâce au tremblement de terre. Cette plaque froide et rigide qui s'enfonce dans le manteau chaud et ductile, eh bien elle se fracture en descendant. Ça génère des séismes, de plus en plus profonds. Et en localisant l'origine de tous ces séismes, les scientifiques peuvent littéralement dessiner la descente de la plaque. C'est comme une traînée de cailloux qui nous montre le chemin. Troisième partie, le volcanisme des profondeurs. Parce que oui, ce grand plongeon a une autre conséquence, bien plus visible en surface, et beaucoup plus explosive. Voilà le point crucial. Dans les deux cas, on a d'énormes forces de compression, on crée du relief. Mais la différence majeure, c'est que dans les zones de subduction, on a des volcans, pensez à la ceinture de feu du Pacifique, alors que dans les zones de collision, comme l'Himalaya, il n'y en a aucun, zéro. Alors, la question est posée. D'où vient ce magma? On pourrait croire que c'est simple. La plaque plonge dans le manteau chaud, donc elle fond. Logique, non? Eh bien, la réalité est bien plus subtile et, franchement, plus surprenante que ça. L'ingrédient secret, la clé de tout, c'est l'eau. La plaque océanique qui plonge est gorgée d'eau, piégée dans ces minéraux. En descendant, la pression et la chaleur augmentent tellement que cette eau est littéralement expulsée, comme si on essorait une éponge géante. Cette eau s'infiltre alors dans le manteau juste au-dessus. Et c'est là que la magie opère. Ajouter de l'eau à de la roche chaude, ça abaisse son point de fusion. Exactement comme le sel fait fondre la glace sur une route en hiver. Le manteau qui n'était pas assez chaud pour fondre tout seul se met à fondre partiellement. Et voilà, notre magma est créé.
Et ça, ce n'est pas juste une théorie, on en a la preuve chimique. Quand on analyse les roches volcaniques des zones de subduction, on y trouve des minéraux qu'on appelle hydratés, comme l'amphibole ou la biotite. Leur particularité, leur structure cristalline contient de l'eau. Et ces minéraux, on ne les trouve pas dans les roches volcaniques formées ailleurs, c'est la signature, la carte d'identité qui nous crie que ce magma est né grâce à l'eau. Quatrième partie, pourquoi les plaques plongent-elles? Ok, on sait maintenant comment la subduction crée des volcans, mais il reste une question fondamentale. Pourquoi est-ce qu'une plaque océanique décide de plonger au départ? Tout est une question de densité. Pour qu'un objet s'enfonce dans un fluide, il doit être plus dense que ce fluide. Ici, c'est pareil. La plaque doit être plus dense que le manteau dans lequel elle plonge. Or, la densité de l'asténosphère, cette couche sur laquelle les plaques flottent, est d'environ 3,25 grammes par centimètre cube. C'est notre chiffre de référence. Et voici le moment Eureka. Quand une plaque océanique se forme, elle est très chaude, et donc relativement peu dense. Elle flotte. Mais en s'éloignant de son lieu de naissance, elle vieillit, elle se refroidit, elle se contracte sur des millions d'années, et sa densité augmente progressivement, jusqu'au moment où elle devient plus dense que le manteau en dessous. Elle dépasse le seuil fatidique de 3,25. À partir de là, elle est en déséquilibre, et elle commence à couler, toute seule, simplement sous son propre poids. La subduction, c'est donc un moteur essentiel de la tectonique. C'est le système de recyclage de la Terre. La vieille croûte océanique, froide et dense, retourne dans le manteau, et ce mouvement de plongée entraîne le reste de la plaque, participant au grand mouvement qui anime la surface de notre planète. Collision et subduction, voilà donc les deux visages de la convergence, deux processus qui sculptent notre monde. Et ces forces sont toujours à l'œuvre. On sait que la plaque africaine continue de pousser vers le nord, vers l'Europe. Alors la vraie question n'est peut-être pas où, mais plutôt quand la mer Méditerranée se fermera pour donner naissance aux prochains Himalayas. Merci d'avoir suivi cette analyse.